celles et ceux, mes confrères qui sont dans le domaine de la supply chain, soyez tous bienvenus. Celles et ceux qui cherchent à développer des compétences dans le domaine de la supply chain, soyez bienvenus. Alors, vous êtes tous bienvenus. Aujourd'hui, on va parler de, effectivement, la donnée au cœur de la transformation numérique de la supply chain. Nicolas, c'est quelqu'un avec une expérience vaste dans le domaine de la supply chain. Il va se présenter brièvement et aussi son entreprise. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui a passé pas mal des années, il passe encore pas mal des années, il travaille encore dans le domaine de la numérisation, le domaine de la digitalisation. Alors voilà, lui sera effectivement un intervenant dans notre master, c'est un professeur de MBA en supply chain chez Vinci Executive Education. Alors sans attendre plus, on est prêt pour le départ. Alors voilà, je te mets des consignes, je passe la page, sinon je garde le moment que tu décides. Okay? Très bien. Bon, bah, The floor is yours, my friend. Ok, merci Raphaël. Donc effectivement, je vais la jouer en français. Après, s'il y a nécessité de traduire en anglais, je pourrais faire l'effort de passer à l'anglais. Alors, je vais déjà me présenter effectivement en quelques mots. Donc moi, effectivement, je travaille sur la digitalisation. Alors c'est un vaste sujet et j'y reviendrai. Ça fait 17 ans que je travaille dans une entreprise qui s'appelle GS1, qui est un organisme de standardisation et qui sert justement, enfin qui conçoit des standards qui servent au système d'information logistique et qui servent plus globalement au fonctionnement des supply chains. C'est un organisme international et donc ça fait plus de 17 ans que j'y travaille. Donc j'interviens sur des projets. Donc moi j'ai vraiment la casquette chef de projet et en même temps on va dire expertise sur différents formats de données, sur différentes technologies que je vais évoquer ce soir. Et j'ai un profil d'ingénieur télécom. Et auparavant, donc avant de travailler chez GS1, je travaillais notamment pour l'entreprise Orange. Alors, à côté de ça, effectivement, j'ai le plaisir d'animer des formations et donc je compte bien aussi sur. Enfin, ce qui me plaît beaucoup dans les formations, c'est justement l'interaction et le fait qu'on puisse des fois me rentrer dedans et me poser des questions et creuser ensemble les sujets. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser des questions dans le chat et à faire en sorte que l'heure qu'on passe ensemble soit très interactive et que ce soit pas uniquement descendant. Donc mon ambition pour l'heure qu'on va passer ensemble, c'est de passer un bon moment. Il est tard, il est 18h. L'idée, c'est que ça puisse assouvir votre soif de connaissance et de curiosité sur ce sujet de la digitalisation. Donc l'objectif, c'est effectivement, comme l'évoquait Raphaël, c'est de démystifier ce concept, parce qu'effectivement, c'est plus un concept qu'autre chose, ce sujet de transformation numérique, de digitalisation, appelez-le comme vous voulez en fait. Moi, je ne vais pas faire de distinction entre numérisation et digitalisation. Donc, je vais vous adresser un panorama des principales technologies qui sont soit installées dans les entreprises, soit qui sont en cours de déploiement. Et puis aussi vous sensibiliser à l'importance de la donnée, parce qu'effectivement c'est au cœur de toutes les technologies qu'on va voir ensemble, et c'est aussi au cœur des nouveaux enjeux. Je pense notamment à l'émergence de ce qu'on appelle la supply chain circulaire, qui va venir être en support de l'économie circulaire. Alors merci Raphaël. Donc transformation digitale, vaste sujet. C'est très difficile finalement de définir ce qu'il y a derrière. Donc moi, c'est ma propre aussi interprétation et ma propre expérience qui fait que voilà, je vais vous parler de certaines technologies et d'autres, je vais pas vous en parler parce que pour moi, c'est un peu border, on va dire, par rapport à la digitalisation. Donc si tu peux passer à la prochaine slide, voilà, c'est juste un petit cartoon humoristique. Donc alors après, il y a des cabinets de consultants qui vont aussi entre guillemets, s'amuser à essayer de border ce qu'on entend par transformation, enfin par digitalisation de la supply chain au sens large, avec à ce concept un autre concept qui va être ce que certains appellent la supply chain 4.0. Pourquoi 4.0, ne me demandez pas. Pour moi, ça n'a pas non plus forcément d'importance, mais ce qui est intéressant en fait dans ce que vous voyez là, c'est finalement effectivement sur le fait qu'on va être sur des. Alors moi, je vais redescendre au niveau des projets sur lesquels je travaille. On va souvent avoir une composante à la fois, alors évidemment software, enfin tout ce qui va être du logiciel, aussi de l'hardware, du matériel, par exemple du drone, de la robotisation, des étiquettes à radiofréquence, des capteurs, et puis après. Ce qui est important, encore une fois, par rapport à ces technologies, c'est finalement la donnée
qui va être à la fois collectée et plus efficacement collectée par tous ces dispositifs. Et également, cette donnée, il faut bien qu'elle transite d'un système à un autre, d'une entreprise à une autre, parce que par définition, en fait, sur des projets supply chain, on n'est pas tout seul. Vous n'êtes pas une entreprise qui va faire son business toute seule. Vous avez forcément des interactions avec des fournisseurs et des clients. Et donc, il y a une nécessité, en fait, que cette donnée, elle soit portable, entre guillemets, entre différents systèmes. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est un vaste sujet. Si tu vas à la slide suivante, DHL, et je vous invite à consulter comment dire, un peu ce panorama des tendances technologiques dans la supply chain. C'est DHL qui met à jour ce rapport. Ça, c'est la dernière version. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on aborde aussi plusieurs technologies, et DHL a fait l'effort de catégoriser ces technologies par rapport à leur impact business, et aussi par rapport à la maturité de ces différents technos. Et donc, ce qui est intéressant, c'est un peu au cœur de cette matrice. C'est aujourd'hui, effectivement, les projets qu'on voit qui émergent principalement, ça va être des projets autour de la robotisation des entrepôts, des projets autour de l'intelligence artificielle, bien sûr, ce qu'on appelle encore le big data, et puis autour de la diversification des canaux de vente, donc de ce qu'on appelle l'omnichannel, et de faire en sorte qu'il y ait une vraie transversalité, en fait, des processus notamment de vente, quel que soit le canal de distribution. Voilà, qu'est-ce que je pourrais souligner aussi par rapport à ce panorama. Alors, faut aussi être très vigilant. Ça, c'est plus comment dire, pas une alerte, mais en tout cas, faut être très vigilant aussi par rapport à ces buzzwords qu'on entend dans les médias. Et toutes ces technologies entre guillemets qui apparaissent de nulle part et dont on parle beaucoup, qui peuvent aboutir à des projets, des expérimentations, mais qui derrière souvent entre guillemets se disparaissent d'elles-mêmes parce que pas de cas d'usage, parce que pas de ROI, parce que voilà, c'est une technologie pour une technologie, et finalement l'entreprise va entre guillemets mettre un billet pour voir comment ça marche et à quoi ça sert, mais on va vite se rendre compte que ça sert à rien. Donc, je pense par exemple au métaverse, dont on entend encore assez parler. Alors là, je précise, dans un contexte supply chain. Voilà, par exemple, l'imprimante 3D aussi, voilà, c'est une technologie dont on parlait beaucoup, même sur des applications logistiques qui étaient un petit peu fumeuses, mais voilà. Qu'est-ce qui émerge aussi beaucoup, c'est la technologie blockchain qui pour le coup pour moi est une infrastructure de sauvegarde de la donnée. Donc on va pas faire de la blockchain pour faire de la blockchain. Et alors je dis pas que ça ne sert à rien, mais je dis juste que c'est plus une technologie IT qui peut avoir du sens lorsqu'il y a lorsqu'il n'y a pas de confiance justement dans des échanges dans des échanges de données, et un besoin donc de garantir cette confiance sur des architectures qui soient décentralisées. Mais voilà, il faut surtout pas prendre la technologie pour ce qu'elle est, et surtout pas, évidemment, j'enfonce un peu des portes ouvertes en disant ça, mais toujours bien penser aux besoins et au pourquoi on va investir sur telle ou telle technologie. Si tu passes à la slide suivante. Alors, quand on a dit tout ça, en fait, ce qui est clair, en tout cas, c'est que alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a cet article dans les Échos que j'ai retrouvé qui évoque qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de projets, en termes de technologie dans la supply, parce que effectivement, beaucoup de sociétés, en fait, beaucoup d'entreprises vont investir sur ces technologies avec plus ou moins de succès. En tout cas, il se passe des choses. Il y a beaucoup de projets en cours et à venir. Après, je dis pas qu'on est au début de l'histoire, mais en tout cas, il est clair qu'on n'est pas. C'est une histoire sans fin, finalement, évidemment. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que voilà, cette vision de digitalisation complète de la supply chain,
comment dire, de transparence, de supply chain end-to-end et compagnie. On n'en est pas là. Je pense qu'on est quand même un peu au début de l'histoire parce que voilà, on reste encore sur des systèmes d'information qui sont très silotés, aussi bien en interne au sein des entreprises que évidemment en externe avec des entreprises qui vont se partager que vraiment des données de base, hein, qui vont être des données essentiellement commerciales ou quelques données liées à une expédition, mais on n'a pas encore une transparence complète de ce qui peut se passer au sein des entrepôts, au sein des usines, au sein des magasins. Et chaque entreprise va... Alors, c'est pas qu'une histoire de confidentialité, c'est aussi une histoire de capacité, hein, à partager ces données entre systèmes, parce que il y a encore trop de formats dits propriétaires, c'est-à-dire que chaque système, enfin chaque éditeur a développé une solution, un système qui repose sur des spécifications qui lui sont propres, qui ne sont pas standardisées, et ce qui va entraver le partage de la donnée entre différents acteurs. Mais c'est comme ça, c'est très important ce que tu viens de dire là, et j'espère que l'audience a saisi un petit peu tes mots de manière carefully, comme on dit. Parce que là, tu m'interpelles, tu as tout à fait raison. Moi, quand j'interviens auprès des directeurs de la supply chain, parce qu'on a des étudiants en alternance chez eux dans différentes entreprises, hein, je parle du CAC 40 jusqu'à les grosses PMO, on détecte tout de suite, tu as raison Nicolas, on détecte tout de suite quelles sont les entreprises qui se débrouillent plutôt bien avec les crises qu'on a vécues et voilà, un petit peu les intempéries, voilà, la guerre, le Covid, etc. Et quelles sont les entreprises qui sont à la hache, simplement, qui sont derrière, toujours avec un sens d'urgence constant et comme on appelle du firefighting. Et là, tu m'as eu là-dedans, parce qu'effectivement, chaque fois que je pose la question, soit à nos étudiants, à nos alternantes qui sont dans ces entreprises-là, ou à les directeurs supply chain qui sont notre collègue à nous, hein, on les connaît un petit peu tous. Oui, le déficit, qui fait la différence entre une entreprise qui se débrouille bien et une entreprise qui est toujours derrière les événements, c'est effectivement la gestion des données. Et là, tu as marqué un point parce que je regarde là l'article, il est seulement 2% des entreprises. Là, ça reflète vraiment la réalité de nos échanges, de mes échanges avec mes confrères des directeurs supply chain des entreprises en France, mais aussi ailleurs. Attention, hein, ce n'est pas qu'un phénomène franco-français. Alors voilà. Et je pense que je te rejoins complètement. Il y a, si je peux revenir en arrière, une page qui m'a beaucoup plu et l'audience, j'espère que là, je vois que Bernard il est en train de taper une question. C'est cette page-là parce que vous voyez l'équipe, je parle à toute l'audience, des livraisons en drone. Amazon, il s'est lancé il y a quelques années quand même, hein, ce n'est pas nouveau. Toute la partie, par exemple, qu'on voit là, je ne sais pas si vous voyez l'image là-dedans, il y a un truc qui m'a plu beaucoup, et ça se passe aujourd'hui, que vous avez ce type des annonces, un petit peu un chatbot avec des fournisseurs clés ou pas clés, peu importe, mais des livraisons anticipées, probablement des livraisons dans un tel créneau, il y a, si vous acceptez un tel créneau, vous avez un discount, un discount de X%. Ça, c'est l'information, vous voyez. Ça, c'est la puissance d'avoir l'information en temps réel et fluide. Vous voyez, cet écosystème-là, imaginez que toute l'information fluidifie, voilà, et percole tranquillement. Vous avez effectivement la solution à tous vos problèmes. Bon, je m'anticipe à ta présentation, Nicolas, mais cette page-là, avec l'article de Les Échos, ça m'a bien plu parce que c'est la réalité, au minima, dans les sociétés franco-françaises. Mais je ne citerai pas des autres, parce qu'on travaille plutôt avec des sociétés françaises où on a nos alternants en stage alterné ou stage de professionnalisation, ça dépend. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors, Bernard, il dit la collecte des données est très peu faite par les industries. Voilà, je pense que c'est la réflexion, c'est le sommaire de cette page. Hein. C'est des îlots de silotés. Voilà, tout le monde parle avec son système et les systèmes ne se séparent pas entre eux. Je te laisse un petit peu à toi. Tu peux juste poursuivre parce qu'effectivement, j'y arrive. Cool. En fait, alors juste effectivement là, j'ai mis le doigt sur un problème qui
qui est technique, enfin qui est pas que technique, mais voilà sur la qualité des données et ce que j'évoquais, hein, la difficulté à les partager entre les différents systèmes, ça repose notamment sur l'utilisation de standards communs. J'y viendrai juste après. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Le principal frein, c'est aussi un manque de compétences et de personnel. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le MBA parce qu'effectivement, on a vraiment besoin de personnel qui soit, et c'est la conclusion de ma présentation, qui soit très à l'aise en tout cas, qui ait une vraie appétence pour les technologies et des personnes qui ne se sauvent pas en courant lorsqu'elles voient un fichier XML, par exemple. Mais qui soit aussi très à l'aise avec les enjeux métiers, avec les besoins utilisateurs. Donc c'est des ressources assez rares et qui sont, et c'est des métiers très tendus parce qu'il y a énormément de besoins. Voilà, donc si tu vas au slide suivant. Il y a aussi, pardon, il y a une question de Yaya sur l'impact de la digitalisation dans la chaîne d'approvisionnement de la supply chain. Alors Yaya, je te propose, probablement Nicolas il va me corriger, mais voyons, parce que lui, il va effectivement toucher le point. Mais je pense qu'on a dévoilé un petit peu l'impact d'aujourd'hui. Ça veut dire que manque de digitalisation, manque de partage d'informations, égale à manque de partage d'informations. Et oui, égal à des sociétés qui sont effectivement dans un impasse. Voilà, et ses clients ne sont pas contents, les livraisons ne sont pas faites en temps, ils n'en profitent pas les occasions et les opportunités que le marché il peut donner à un certain moment. Je parle des achats, par exemple, je parle aussi des clients. Alors voilà, tu vois, à Yaya, on est au corps de l'ouragan ce soir. Hein. Pas d'informations, pas de société qui se porte bien financièrement. Aussi simple que ça. Alors, par contre, cette page, c'est aussi bien, et merci Nicolas, parce qu'effectivement, Nicolas a fait un point extraordinaire, c'est la formation. Alors, si vous cherchez à vous former dans un bac plus 5, dans une école, peu importe, avec un master en supply chain, voilà, sachez que notre master, c'est axé sur l'information, partage d'informations et tous les process qui vont avec. Et voilà, je te laisse un petit peu continuer, sinon je vais avaler ta présentation, Nicolas, non, mais s'il te plaît. c'est parfait, c'est parfait. Ça me repose aussi, donc c'est très bien que tu prennes la parole. Alors voilà, donc c'est très important en fait. Dès qu'on va être sur des projets de digitalisation, c'est évidemment de pas partir sur des technologies propriétaires, sur des alors, excusez-moi de prendre des exemples techniques, mais par exemple de spécifier des choses qui existent par ailleurs, et donc de toujours se baser sur des existants, sur ce qu'on va appeler des standards. Donc les standards, en fait, c'est des pratiques qui ont été par exemple ratifiées au sein d'organismes dédiés. Donc GS1 en est un. Et vous avez aussi donc l'organisme de normalisation ISO avec l'antenne française qui est l'AFNOR, l'Agence française de normalisation, qui sont aussi les deux lieux au sein desquels s'élaborent ces standards. Okay, je préciserai après des exemples de standards qui sont utilisés dans la supply. Et ça, c'est très important de partir sur des technologies standardisées pour faire en sorte que les systèmes puissent fonctionner ensemble. Donc, on va parler d'interopérabilité. C'est un peu un gros mot, mais c'est ça l'interopérabilité. C'est la capacité à deux systèmes différents de fonctionner ensemble. Hein. Si vous prenez un système, par exemple, de SAP, que ce système-là puisse fonctionner avec un système de Oracle ou d'IBM. Okay, donc, si je cite quelques marques au passage, mais voilà, c'est ultra important. Et pour ça, il y a des standards qui existent et qui ont été élaborés pour certains depuis plus de 50 ans. Donc voilà, toujours être vigilant et toujours faire une étude de l'existant avant de se lancer dans des spécifications ou de partir sur des technologies qui nous mettront dans une impasse. Alors si tu avances. En fait, il y a probablement, pardon Nicolas, il y a effectivement Bernard qui nous amène au Covid. Et bien joué Bernard, parce que oui, effectivement, je pense que Covid il nous a démontré la manque de coordination. On l'appelle le phénomène bullwhip dans le jargon de supply chain, c'est le coup de fouet en bon français. Et là, c'est effectivement une impasse avec les flux d'informations. On n'a pas su détecter très tôt en amont le sujet, malgré, on peut rentrer dans la politique, on peut rentrer dans la théorie du complot, etc., qu'on savait, on ne savait pas, etc. C'est cette affaire de Covid, il devait arriver ou pas, mais long story short, comme on dit, effectivement, Covid nous montre la manque de coordination, et la manque de coordination, c'était dû à, effectivement, un passage parmi les raisons, attention, il y en a plusieurs,
passage d'informations et d'avoir une chaîne d'approvisionnement, des chaînes d'approvisionnement en pluriel plus réactives. Et là, c'est pour ça que cet forum de ce soir, c'est évident. Par contre, la page qu'on vient de définir, ça nous ajoute une variable, une contrainte additionnelle, c'est le standard. Pas de standard, voilà, chacun parle sa langue. Voilà, mais si on n'a pas un chat GPT qui puisse nous traduire en temps réel, ça va être un petit peu difficile de bien communiquer. Vous voyez, c'est extrêmement humain. C'est extrêmement humain. Alors voilà, back to you, Nicolas. Je vais prendre des exemples de standards, par exemple, donc les étiquettes radiofréquences, qui est une technologie qui n'est pas nouvelle, mais qui a été standardisée dans les années 2000. Donc, j'y reviendrai juste après, mais une étiquette radiofréquence, avant que la technologie soit standardisée, ça coûtait près d'1 € l'unité, donc le consommable. Aujourd'hui, une étiquette radiofréquence que vous trouvez sur un vêtement Décathlon, c'est 3-4 centimes d'euros. Parce qu'en fait, le standard a permis vraiment donc d'harmoniser en fait des spécifications communes, donc d'avoir une vraie réduction, une vraie économie d'échelle pour les fabricants notamment d'étiquettes, et une demande marché beaucoup plus forte. Okay, donc ça a vraiment tiré les coups vers le bas. Et encore une fois, si vous partez sur des solutions propriétaires, en fait, vous allez être captif vis-à-vis d'un éditeur, par exemple, qui va vous facturer des spécifications, qui va vous facturer des modules vraiment. Dès que vous allez demander une évolution, finalement, ça va être du spécifique, et donc ça va vous coûter plus cher que quelque chose qui va être standardisé, parce que pour lui derrière, si c'est standardisé, il va pouvoir en fait économiser, faire des économies d'échelle par rapport à d'autres clients qu'il aurait de son logiciel. Alors Nicolas, il y a une question très pertinente à ce que tu viens de dire de Julien Bouvard, qui dit bonsoir. Il y a quand même un point commun entre les systèmes. 2 points, la base de données, point d'interrogation, et c'est plutôt standard. Alors, par rapport à l'archivage des données, ce qui va être ce qu'il est nécessaire de standardiser, c'est les interfaces, en fait, on va appeler des API, qui vont permettre à différents systèmes d'aller s'interconnecter avec cette base. Mais après, les données, elles peuvent être archivées. Vous avez plusieurs systèmes qui peuvent cohabiter. En fait, ce qui est important, c'est ce qu'on va appeler c'est cette notion d'interface, d'API. Et il y a des standards aussi qui existent pour aller exposer, soit publier, soit aller requêter ces bases de données. Très bien. Je passe à la suivante. Voilà, donc ça a effectivement été évoqué dans le chat, la collecte. Alors effectivement, la collecte, c'est ultra important parce que c'est ce qui va permettre en fait d'alimenter les systèmes. Dans l'image que tu remontrais, Raphaël, en fait, c'est toutes ces technologies type drone, type robot et compagnie. Ça n'a pas d'intelligence en soi, c'est-à-dire que c'est des technologies qui ne vont pouvoir fonctionner que s'il y a des données qui vont venir guider le fonctionnement du robot. Par exemple, il y a un robot qui va venir palettiser et qui va venir faire une préparation de commande. Il faut que, en amont, au préalable, qu'il ait des informations sur le type de colis qu'il va manipuler, sur le poids du colis, les dimensions, etc. Donc, ça nécessite qu'il y ait de la donnée qui puisse être paramétrée au préalable. Et alors, la collecte lorsque la collecte, justement, elle n'est pas automatisée, c'est-à-dire que ça va être un humain qui va renseigner un formulaire papier ou autre. Derrière, ce n'est pas une donnée qui va être exploitable parce que vous ne pouvez pas extraire d'un formulaire papier ou même d'un Excel ou d'un Word ou de je ne sais quel fichier informatique. S'il n'est pas structuré, vous allez avoir des difficultés à exploiter cette donnée-là parce qu'elle ne va pas être justement portable entre ce fichier-là et un système d'information. Donc, vous avez besoin de formats on va appeler ça c'est ce qu'on appelle des modèles de données et des standards qui vont venir structurer la donnée pour faciliter la collecte. Et à partir de là, ensuite, vous allez pouvoir aussi faciliter le partage entre différentes applications, différents systèmes via des standards. Donc justement, oui, vas-y, je t'en prie. Pardon, non, il y a effectivement, Nicolas, tu me rappelles un petit peu, mes vies précédentes. Et je regarde, by the way, l'audience, il est extrêmement chaud là. Je vois des questions qui raffolent. Alors, je vous remercie à tous pour toutes vos questions. C'est Mohamed qui, effectivement, il nous pose la question, c'est est-ce que la venue de l'IA
qu'est-ce qu'on doit comprendre des changements dans la supply chain. C'est une question extrêmement riche, Ouais. extrêmement vaste quand même. Hein. Par contre, essayons de voir si on peut répondre à la fin au minima le possible, parce que voilà, Mohamed, maintenant on est au corps de cet ouragan, et là, voilà, les possibilités sont vastes, sont énormes. Moi, je te raconterai probablement avec 15 webinaires toutes les applications qu'on est en train de maintenant de faire aujourd'hui avec l'IA dans le domaine de la supply chain. Je parle depuis la planification, l'attention client, le service après-vente, jusqu'au sourcing et la gestion des fournisseurs. Alors voilà, on aura effectivement, tu me donnes le pied pour créer des webinaires sur l'IA. Et là, Nicolas, prenons note parce que probablement ce sera le prochain sujet. Tiens. Ouais. Il y a encore Bernard dit la collecte des données pourra être automatisée. Avec, pardon. Alors, oui, aujourd'hui, alors justement, c'est des technologies que je vais évoquer juste après. Hein. J'évoquais la RFID, donc les étiquettes à radiofréquence vont permettre de faciliter la collecte de la donnée parce qu'on va être sur une donnée qui va pouvoir être collectée à distance, en masse. Et donc, par exemple, je prendrai l'exemple de l'inventaire, hein, je détaillerai juste après, on va avoir vraiment une facilité de faire de l'inventaire et donc on va ça va vraiment, on va optimiser des process, par exemple, qui étaient particulièrement coûteux et chronophages, tels que celui de l'inventaire. Okay. Donc, effectivement, alors il n'y a pas 10 000, pour moi, technologies de collecte aujourd'hui utilisées dans la supply. Le principal outil de collecte qui permet d'automatiser, enfin, en mode automatique, c'est le code barre, hein, qui reste une technologie la plus répandue sur des objets logistiques ou sur des objets, enfin des trade items, des objets consommateurs. Ce code barre, il est en train d'évoluer pour passer d'un système dit classique en une dimension vers un système 2D, donc type QR code. Donc ça, c'est des choses qu'on voit apparaître et qui vont venir se confirmer dans les années qui viennent. En complément du code barre, vous avez des entreprises qui ont investi sur des étiquettes à radiofréquence. Et puis, si on souhaite aller plus loin dans la richesse de l'information, avec par exemple des données des données environnementales telles que une température, telles que un niveau de bruit, un niveau de lumière, on va utiliser des capteurs qui permettent de remonter ces informations additionnelles. Et donc là, on rentre dans ce qu'on appelle le domaine de l'Internet of Things, hein, l'IoT, Internet des objets en français, que j'aborderai aussi juste après. Alors, effectivement, ce fameux petit code barre, il a 50 ans d'existence, hein, donc ça reste aujourd'hui… Wow, 50 ans, 50 ans déjà. Il a été standardisé en 1900, alors même 51 ans, puisque c'est 1973 que la standardisation de ce code a été faite. Faut savoir que ça a mis près de 15 ans à se déployer en magasin. Donc, ce qui a fait que c'est devenu un standard planétaire, c'est que aux États-Unis et en Europe, hein, des industriels et des distributeurs se sont mis autour de la table, se sont concertés et ont adopté communément, hein, donc cette technologie, qui est à la base une technologie qui a été brevetée par IBM. Donc ça reste la technologie, hein, et le symbole du commerce d'ailleurs, mais voilà, ça reste une technologie qui est largement utilisée et qui a fait ses preuves parce que ça coûte rien ou presque en termes de consommables. Hein, n'importe qui peut faire un code barre, c'est pas très compliqué et ça marche plutôt bien parce que ce soit dans le retail ou dans l'entrepôt, on a une facilité quand même de collecte de la donnée justement. Alors il y a plus, je vais pas vous faire un cours sur les codes barres parce que là je résume, faut pas résumer le code barre à ce petit symbole à 13 caractères qui lui sert uniquement le passage en caisse, donc l'encaissement en magasin. Mais évidemment, pour ceux qui sont déjà allés dans des entrepôts, vous avez sûrement dû remarquer que les codes barres sont un peu plus longs, qu'ils ont la capacité à contenir plus d'informations telles que des numéros de lot, des dates d'expiration, des quantités, des poids. Et donc, on est sur une technologie qui peut, au-delà d'un code produit, peut aller beaucoup plus loin en termes de collecte d'informations. Autre exemple de standard, donc c'est l'EDI qui pour moi est un peu, enfin, c'est quelque chose qui est précurseur finalement de la digitalisation.
parce que donc EDI, hein, donc c'est un acronyme qui signifie échange de données informatisées, qui pour moi est assez, comment dire, qui est assez flou aussi, parce que on pourrait comprendre que si je vous envoie un mail, si je vous envoie un fichier Excel dans une pièce jointe, c'est de l'EDI, mais pas du tout. L'EDI, ça repose sur des spécifications, donc sur des standards internationaux qui visent à automatiser justement des échanges d'informations entre deux systèmes, entre deux machines, qui visent à remplacer le papier à la base et qui visent à fiabiliser les échanges. Et aujourd'hui, alors vous avez une cinquantaine de messages EDI qui ont été standardisés, mais 80% des échanges se résument à de l'avis de la commande, de l'avis d'expédition, de la facture et de l'avis de paiement. Donc ces 4 messages-là, je pense que c'est bien 80% des échanges EDI. Et donc ce n'est pas du mail, c'est pas de l'Excel qui sont envoyés dans tous les sens. C'est 2 systèmes qu'on va appeler des traducteurs EDI, 2 logiciels spécifiques qui vont venir. On est en point à point, c'est-à-dire que c'est un système qui va venir pousser un message à un autre système. Et ce message, il est structuré avec tout un tas d'attributs standardisés internationaux. Donc, c'est très rigide. On peut pas mettre n'importe quoi dans son message. Et par contre, donc, on est sur un truc très rigide, mais qui fonctionne aussi très bien, parce que le DI, ça fonctionne depuis plus de 30 ans. Et ça permet voilà, encore une fois, de fluidifier les échanges et d'automatiser ces échanges qui sont aussi très chronophages quand on imagine un retailer qui reçoit des factures papier de ses 7000 fournisseurs. Vous imaginez le problème que ça serait. Donc, aujourd'hui, voilà, l'EDI, c'est quand même une technologie qui est très ancienne, mais qui encore une fois, a fait ses preuves et qui vise à perdurer dans le temps. Alors, Ira, il nous met un commentaire. Voilà, l'ERP SAP est un bon exemple. Oui, c'est vrai que l'ERP, on peut effectivement, c'est aussi un domaine vaste. Hein, mais effectivement, là, on parle des ODI, que c'est un petit peu le canal de communication entre métier A et métier B. Et comme Nicolas l'a dit, ça fait pas mal des années. Hein, j'ai commencé ma carrière, il était déjà sur place, il venait d'arriver. Et ça nous a facilité la vie de manière extraordinaire parce qu'en lieu d'avoir du papier, l'équipe, hein, regardez un petit peu l'exemple de Nicolas, 7000 fournisseurs. Moi, j'avais 25 000 fournisseurs à l'époque encore. Hein, il n'a pas très longtemps. Oui, gérer tout ça en papier, des Excel ou des envois à la limite. Attention, hein, je ne parle pas de la pressoir, mais du fax. Oui, c'était quand même à l'époque la manière de faire. ODI, il a bien mangé tout ça et il vit encore quand même, hein, n'est-ce pas? Vous avez aussi beaucoup d'emplois à pourvoir hein, sur des postes EDI dans les entreprises. Hein, si vous allez sur les sites d'emploi, vous avez encore des postes de EDI manager, responsable EDI, consultant EDI. Hein, il y a pas si longtemps, enfin pas plus tard que l'année dernière, moi j'ai travaillé sur un projet EDI pour un distributeur qui justement avait pour ambition de migrer 100% de ses fournisseurs en factures dématérialisées, donc en EDI. Et l'année dernière, ils étaient qu'à 40% de fournisseurs. Donc, il y a une vraie marge de progression. Voilà. Donc, ça reste une technologie, entre guillemets, d'avenir, même si c'est des spécifications et des langages. Alors après, c'est très spécifique, l'EDI. Vous voyez, alors c'est juste pour illustrer hein, sur la droite du slide. Donc, ça, c'est un extrait de langage EDI. Donc, c'est un langage qui n'est pas interprétable par un humain, à part alors moi je le maîtrise un petit peu, et puis certains collègues, un peu bizarre, mais voilà, c'est un langage pour des machines, hein, on parle bien d'un langage informatique. Alors ce qui est très intéressant, et là, si je redescends un peu d'un point de vue métier, en fait l'EDI, et notamment donc ce qu'on va appeler un avis d'expédition électronique, donc c'est un nouvel acronyme des ADV, en anglais Dispatch Advice. Donc ça, c'est un des messages EDI qui va venir refléter un transport de marchandises d'un point A à un point B, donc entre un fournisseur et un entrepôt d'un client. Ce qui est très intéressant, et c'est ce pourquoi dans les cahiers des charges des distributeurs, hein, ce message des ADV est une obligation de marché. Je ne parle pas d'obligation légale, mais c'est une obligation de marché pour être référencé chez ces distributeurs. Vous devez en fait en tant que fournisseur donc transmettre un EDI et également étiqueter vos palettes avec une étiquette logistique.
sur laquelle, pardon, va être imprimé un code barre que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Ce code barre-là, justement, il est extensible, c'est-à-dire que vous allez mettre plus d'informations que simplement l'identifiant de votre palette. Et dans cet exemple-là, vous avez l'identifiant de la palette qu'on appelle le SSCC. Donc, c'est un numéro à 18 caractères, qui est un format international de codification de palette. Vous avez le GTIN, qui est le code produit, c'est-à-dire le code qui est contenu, enfin le produit qui a été palettisé, donc le produit, donc c'est le trade item, unité consommateur. Vous avez le poids de la palette, la date d'expiration du produit et le numéro de lot. Okay, donc vous avez 5 informations. Mais regarde, Nicolas, au-delà du détail, parce qu'effectivement le temps passe vite, il manque 20 minutes. Mais regarde, Julien nous pose une belle question. Et si le ODI sera créé aujourd'hui, est-ce qu'il y aura des étapes utiles à rajouter? Ça, c'est une belle question. Voilà. Est-ce que si on crée aujourd'hui le ODI, vous pouvez préciser? Oui, j'imagine des attributs ou des features. Voilà. Des données, des attributs de données. Alors, oui, qu'est-ce qu'on a rajouté? Voilà, qu'est-ce qu'il aurait davantage à développer sur le EDI? Donc, là, c'est vraiment effectivement des données purement logistiques. Ok, donc effectivement, il y a d'autres informations. Alors, j'y viendrai. Effectivement, on va avancer un petit peu vite parce qu'il nous reste 20 minutes. Mais voilà, ça c'est très important parce que c'est un peu la base de la base sur l'automatisation de process, notamment de réception, en combinant et donc de supply chain, parce que là, on va venir bien combiner et réconcilier un flux logistique et un flux d'informations. C'est quand même un peu au cœur du sujet de la supply, en réconciliant en fait avec la lecture de cette étiquette logistique et le DSADV. Si tu vas au slide suivant, ça permet de faire quoi? En fait, ça permet de gagner beaucoup de temps en réception, puisque plutôt que d'ouvrir chaque carton, de les compter manuellement, de refaire des saisies de numéros de lot, de date d'expiration, finalement, vu que toutes ces données-là, elles sont portées dans un message informatique, je n'ai qu'à scanner le code barre de la palette, qu'on appelle le GS528, et en scannant ce code barre, je vais choper finalement je vais toper tout ce qui finalement a été transmis dans un DSADV, dans l'avis d'expédition, et donc je vais automatiser la collecte de l'information au niveau de la réception. Et donc je vais pouvoir avoir des informations fiables, juste notamment à réception sur mes stocks. Voilà, j'accélère un petit peu. Je passe à une autre technologie qui est alors toujours sur ce sujet de la collecte, sur la RFID, qui a été standardisée donc en 2006 précisément, sur une bande de fréquence bien précise, qui est 860-960 MHz, donc on est sur l'ultra haute fréquence. Alors ça, c'est un peu magique, on va dire, pour justement, alors sur le retail, et même si la RFID, on en parlait beaucoup donc dans les années 2000 comme une technologie qui allait révolutionner l'entrepôt. Et puis finalement, avec l'expérience, avec les use cases, les entreprises ont plutôt investi sur cette technologie dans l'univers magasin, notamment pour faire des inventaires, parce qu'on sait tous que c'est une activité très qui coûte beaucoup d'argent de faire de l'inventaire parce que ça monopolise beaucoup de personnes, notamment sur des produits textiles où on a beaucoup de références. Et donc, c'est très compliqué de faire ça lorsque donc faut fermer le magasin, faut faire ça le week-end ou la nuit. Donc, on va payer aussi plus les personnes qui font l'inventaire. Donc, voilà. Pourquoi c'est magique? Parce que donc il y a deux avantages de la RFID par rapport au code barre traditionnel. C'est la collecte de la donnée en masse. C'est-à-dire que si on est je prends souvent cet exemple en cours. Si chaque étudiant, par exemple, a un tag RFID sur lui, l'appel se ferait en une demi-seconde plutôt que de faire un appel qui met en général quelques minutes. Donc, on va gagner, en fait, on va pouvoir lire en masse les informations contenues dans les étiquettes RFID et on va pouvoir donc lire ces informations à distance. Okay, donc, je peux aller, alors tout dépend du paramétrage d'un lecteur, mais je peux aller jusqu'à une dizaine de mètres. Et donc, en fait, en faisant de l'inventaire fréquemment, je vais pouvoir... Alors, il me semblait... Attends, tu peux revenir juste en arrière, excuse-moi. Ah, pardon, excuse-moi. Ah oui, non. Donc, en fait, c'était juste le petit symbole. Mais après, j'ai quelques chiffres qui précisent tout ça. Mais effectivement, en faisant des inventaires en RFID, d'un point de vue process, ça ne me coûte pas grand-chose. Donc, je vais pouvoir faire des inventaires quotidiennement. Alors, en pratique, les entreprises qui ont investi sur cette technologie vont faire des inventaires hebdomadaires. Et donc, je vais avoir beaucoup moins d'écart entre mon stock théorique et mon stock réel.
C'est-à-dire que si je fais de l'inventaire manuel, je vais le faire une fois par an parce que ça me coûte trop cher de le faire trop souvent. Et donc, d'un point de vue légal, je dois le faire au moins une fois par an. Et donc, le reste de l'année, finalement, j'ai un écart entre mon stock réel et mon stock théorique parce qu'il y a du vol, parce qu'il y a des produits qui se perdent, etc. Donc, je vais avoir des ruptures, en fait, des ruptures de produits. Et donc, juste après, je précise quelques chiffres là-dessus. Les usages logistiques qui sont très, comment dire, très, entre guillemets, très faibles. Hein. Moi, j'ai très peu vu de RFID en entrepôt, à part chez DHL. Parce que donc c'est des investissements quand même assez lourds en termes de portique RFID. Donc là, sur l'image que vous voyez, c'est un petit portique RFID avec des antennes. Ça coûte un peu cher. Et le ROI, là, donc le retour sur investissement, il est assez faible parce que les retours d'expérience que j'ai eu, moi, c'est plutôt, donc ça va servir à réduire les litiges. C'est-à-dire que avec la RFID, vous allez savoir exactement ce qui sort de votre entrepôt et ce qui rentre, faire le lien avec une commande, et donc vous assurer qu'il y a vraiment une correspondance exacte entre ce qui a été commandé et ce qui est livré. Et donc, probablement, voilà. Pardon Nicolas, pour expliquer, parce qu'on était chez Decathlon en Chine, à Suzhou, et là, il avait effectivement le même équipement. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais cet équipement, c'est un lecteur. Et là, c'est le camion qui passe à travers. Et ce camion-là, il est détecté, c'est RFID qui regarde qu'est-ce qu'il a à l'intérieur du camion sans ouvrir le camion. En quantité, en produit, et détermine un petit peu tous les détails. Par contre, je reviens à la question de Julien. Julien, l'ODI a été effectivement créé pour un flux de transactions extrêmement précis. Hein. Je vois une commande, la commande est acceptée, le colis est envoyé, je paye le fournisseur. Et là, je dirais, il ne faut pas ajouter plus là-dedans parce qu'elle était conçue pour ça. Par contre, tu vois, RFID, il y a une autre fonctionnalité, un autre standard, un autre vocabulaire, mais qu'il est en finalité aussi précis. Et attention, Nicolas, il nous explique comment il a évolué entre les différentes technologies, comment ils sont en train d'évoluer. Voilà. C'est vraiment complémentaire. C'est deux technologies complémentaires. Hein. Là, on est vraiment sur de la capture pure et dure, et le DI, c'est un standard de partage de la data. Exactement. Et voilà, alors quelques chiffres. Donc, mais voilà, Decathlon, donc c'est un peu le cercle vertueux finalement. C'est en faisant plus d'inventaire, je réduis mes écarts de stock, donc je réduis mes ruptures et donc j'ai une augmentation du chiffre d'affaires. Donc ça c'est mécanique en fait et ça a été prouvé hein, par ces acteurs qui ont participé à cette étude. Et effectivement, alors Decathlon, on cite souvent un exemple parce que c'était un des principaux utilisateurs de RFID en Europe. Et c'est une entreprise qui a pas mal essuyé les pattes sur les tests et les expérimentations RFID. Et alors aujourd'hui, hein, donc Decathlon même a robotisé. Alors ça fait le transition avec le slide suivant, c'est qu'aujourd'hui les inventaires chez Decathlon se font en RFID, mais avec un robot qui passe la nuit toutes les 2 semaines en magasin. Et donc vous avez un inventaire qui est fait en 2 heures par un robot. Alors justement, la robotisation. Nicolas, il demande pardon, Nicolas, Sophie nous demande la référence de la lecture. Oui, alors de cette étude. Pardon, cette étude. Ouais, c'était une étude auquel Gessin avait participé. J'ai pas retrouvé. Enfin, je vais la retrouver. Si vous pouvez m'envoyer un mail et puis je vous la transmets, mais c'est une étude publique. Il y a pas de problème à la diffuser, à la partager. Mais j'ai oublié de mettre le lien. Je suis désolé. Alors après, la robotisation, c'est aussi un sujet sur lequel les entreprises ont investi et investissent encore beaucoup au niveau de leur entrepôt, même si à la base, donc c'était plutôt des technologies qu'on voyait dans les usines de production, sur les chaînes de prod. Je dirais que c'est que depuis les années 2000, début des années 2000, qu'on a vu les premiers entrepôts automatisés. Ça se déploie de plus en plus. Alors encore une fois, je reprends l'exemple des retailers, mais si vous allez toutes les plateformes logistiques Leclerc, par exemple, sont automatisées aujourd'hui. Alors, ça permet plusieurs choses. Hein. Ça permet notamment d'optimiser le coût au mètre carré du stockage, parce que en automatisant un entrepôt, je vais pouvoir stocker en grande hauteur. Donc là, j'ai quelques chiffres. Par exemple, sur cet entrepôt donc c'est la SCAP Alsace, qui est donc l'entrepôt régional Leclerc pour la région Alsace. On va venir stocker jusqu'à 32 mètres de haut. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on peut pas faire avec des humains, parce qu'on va pas laisser monter un bonhomme à 32 mètres de haut. Et donc là, je vais pouvoir vraiment stocker en hauteur et donc gagner en coût mètre carré. Et c'est pour ça qu'on souvent on les remarque, hein, les entrepôts qui sont
robotisés, ils ont souvent, alors 32 mètres de haut, c'est la hauteur d'une église, hein, donc ça se voit quand même. Le bâtiment, il est particulièrement haut, enfin en tout cas plus haut que des entrepôts traditionnels. Donc ça, c'est un gain, évidemment, un gain aussi qualitatif parce que les palettes, elles vont être palettisées correctement. Et juste aussi, alors, last but not least, j'ai envie de dire, c'est aussi lutter contre les troubles, donc ce qu'on appelle TMS, hein, c'est des troubles musculo-squelettiques, et donc lutter contre la pénibilité au travail. Ah pardon, je me suis trompé alors Nicolas, parce que je viens de répondre à Mohamed. Merci, Pardon, parce que moi j'avais pensé TMS, Transport Management non, System. Non, c'est autre chose. Et là par contre, c'est voilà, donne-nous s'il te plaît l'acronyme. Ouais, c'est un autre acronyme. Non, je parle pas de Transport Management System. Non, je parle pas de ce logiciel. Non, c'est les troubles musculo-squelettiques. Et en gros, c'est les personnes qui ont le dos cassé, qui ont mal au dos à la fin de leur journée parce qu'ils ont porté des dizaines de kilos toute la journée pour préparer les commandes. Voilà, alors… et on arrive à l'IoT, les objets connectés. Voilà. Une autre technologie, alors je voulais quand même l'aborder parce que souvent, effectivement, on fait référence à l'IoT dès qu'on va parler de digitalisation. Alors, moi, je serais aussi un peu prudent par rapport à ça parce que c'est encore une fois aussi plus un concept qu'autre chose. Hein. IoT, donc Internet of Things. Donc, Things, ça veut dire objet. Donc, objet, c'est tout n'importe quoi. C'est votre montre, comme votre balance, comme une palette, comme une fenêtre qui va pouvoir être activée à distance. Donc voilà, ça réunit pas mal de technologies, de standards, de spécifications, de réseaux. En termes de technologie réseau, vous avez plusieurs réseaux aussi qui peuvent cohabiter. Donc c'est un petit peu le foutoir, j'ai envie de dire. Néanmoins, alors ça se déploie, si tu vas au slide suivant, sur des cas d'usage quand même assez précis qui vont être plutôt liés à la gestion de la chaîne du froid. Donc c'est principalement sur ce cas d'usage que moi j'ai vu de l'IoT. Donc c'est comment, avec un espèce de tracker de température, je vais pouvoir suivre la gestion de la chaîne du froid tout au long de son cycle de transport, par exemple. Ou alors sur des matières qui sont particulièrement sensibles, soit dangereuses, soit qui ont une forte valeur et donc un vrai risque à ce que cette marchandise soit perdue ou volée. Et donc là, on va mettre du tracker GPS pour la suivre à distance et en temps réel. Voilà. Le problème de l'IoT, c'est que il n'y a pas de standard aujourd'hui global qui va être communément adopté par l'ensemble des acteurs de l'industrie ou de la logistique. Contrairement à la RFID, aujourd'hui, vous n'avez pas de débat, vous avez un standard de marché ou du code barre, et pareil, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de question à se poser. Sur l'IoT, il y a toujours cette étude à faire sur le type de techno, et ça prend du temps, ça coûte de l'argent et ça peut faire peur parce le risque, hein, c'est justement, j'évoquais tout à l'heure le risque des technologies propriétaires, c'est que l'entreprise va investir dans une technologie qui n'est pas interopérable, donc ça va siloter finalement son application et ça va la rendre captive vis-à-vis d'un opérateur. Et Nicolas, en question de Yaya, est-ce que la robotisation peut aider effectivement au niveau des collectes des données pour la digitalisation de la supply chain? Est-ce que tu vois un lien entre robotisation et qualité des données? Non. Enfin, en fait, on va pouvoir, par exemple, mettre on va pouvoir combiner du robot avec par exemple des lecteurs RFID au niveau de certains processus, par exemple au niveau de au niveau de la palettisation, mais quand les robots qui vont venir filmer, voilà, au niveau du filmage, par exemple, on va pouvoir vraiment muscler, démultiplier en fait les points de collecte. Voilà. Mais c'est pas forcément lié. D'accord. Voilà. Alors pourquoi autant de standards? Parce qu'on est dans une situation où il y a beaucoup de consortiums d'industriels qui ont tiré certains plus vite que d'autres. Et puis voilà, c'est un peu un cercle sans fin. Et aujourd'hui, il n'y a pas de standard, on va dire, mondial sur l'IoT. Plutôt des technologies qui rentrent plus en compétition qu'autre chose. Alors dernier sujet, parce qu'il nous reste 8 minutes, mais je pense qu'on sera plutôt pas mal sur le timing. Alors aujourd'hui, ce qui bouleverse et bouscule pas mal de projets supply, c'est un peu des enjeux liés à comment dire, c'est pas non plus une révolution, mais en tout cas
des nouveaux enjeux, notamment liés à l'environnement, liés au développement durable et liés aussi à ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc, on passe aujourd'hui d'une économie linéaire à une économie circulaire où il y a, si tu vas juste au slide avant, en fait, ça veut dire quoi une économie circulaire? Alors, certains parlent de supply chain circulaire. C'est effectivement, en fait, enfin, la supply chain doit se calquer à ces nouveaux, entre guillemets, c'est des nouveaux processus qui vont notamment post-achat au niveau de l'aval sur du recyclage ou de la réparation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça amène de la complexité, ça amène des nouveaux acteurs et ça nécessite donc plus de données et plus de collaboration. Je pouvais le résumer de cette façon-là. Et alors, ça amène pas forcément de nouvelles technologies. Par contre, ça renforce le besoin de standards pour que tous les acteurs de la chaîne, aussi bien de l'amont que de l'aval, puissent interopérer. Et donc, on va plutôt parler d'écosystème en réseau. Et voilà, donc je le disais, alors parce que voilà, tous ces acteurs doivent s'entendre, ils se connaissent pas forcément aujourd'hui sur des chaînes, donc des supply chain linéaires. Vous avez un industriel avec son transporteur et son retailer, son client. Là, on va avoir vraiment une dimension beaucoup plus horizontale avec l'intégration de nouveaux métiers, de nouvelles entreprises, notamment de la réparation, des entreprises de l'économie solidaire, qu'il faut bien intégrer pour répondre à ce besoin de, entre guillemets, de circularité. Et donc, ça nécessite plus de données. Alors, je prends l'exemple juste après du passeport numérique des produits, qui est un sujet réglementaire, comme beaucoup de ces sujets autour de ces nouveaux enjeux environnementaux, parce que faut pas se leurrer, ça bouleverse les systèmes, ça bouleverse les entreprises, et souvent les entreprises le font pas par plaisir. Parce que potentiellement ça coûte de l'argent et il y a des fois le retour sur investissement court terme il n'est pas évident. Donc la Commission européenne et aussi au niveau français il y a tout un tas de réglementations qui sont dans le pipe. Vous connaissez peut-être la loi AGEC, donc sur le gaspillage, la loi anti-gaspillage. Il y a des beaux sujets là qui arrivent en Europe, et donc je ferai juste un focus sur ce Digital Product Passport pour finir, pour les 5 minutes qui nous restent, qui est un sujet donc alors lié à ce qu'on appelle le Green Deal européen. Alors on en a beaucoup entendu parler dans les médias ces derniers jours avec les agriculteurs dans les rues, parce que donc dans ce Green Deal européen vous avez tout un tas de sujets, notamment liés à la biodiversité. Et vous avez aussi un sujet donc sur les produits qui doivent être plus durables, pouvant être davantage réparés, recyclés, réutilisés. Donc en fait, l'ambition de la Commission européenne, c'est que tous les produits distribués en Europe soient durables. Donc c'est de faire en fait des produits durables à norme. Et pour qu'un produit soit durable, il faut qu'il soit dès sa conception pensé comme tel. Donc en fait, c'est pour ça qu'on va parler d'éco-conception, parce qu'en fait, si je prends l'exemple d'un iPhone, on sait tous qu'un iPhone, c'est difficilement réparable, etc. Et donc, ce n'est pas un produit qui est éco-conçu. Voilà, parce que vous avez des difficultés à changer une batterie, etc. Donc voilà, en aparté. Et donc, alors, ce qui est introduit dans ce règlement, donc sur l'éco-conception, qu'on appelle le règlement ESPR, donc c'est Eco-Design for Sustainable Product Regulation, est introduit donc l'obligation pour les metteurs en marché, donc les industriels, de publier un Digital Product Passport. Donc, le Digital Product Passport, ce qui est intéressant dans ce texte, vous avez la référence ici, c'est justement la notion de standard, d'ouverture, d'interopérabilité, qui est au cœur en fait du dispositif, ce qu'on appelle le DPP. Donc ça, c'est plutôt bien que la Commission européenne ait pris en compte ces vrais besoins de marché. Et si tu passes juste après, alors le DPP, voilà, ça va être en quelque sorte une fiche produit, alors en quelque sorte un espèce d'EDI, si je peux faire l'analogie. C'est un fichier informatique qui va venir véhiculer des informations de base descriptives du produit, mais aussi des informations dites dynamiques sur la composition du produit. Est-ce qu'il y a des matières dangereuses, par exemple, qui rentrent dans la composition du produit? Est-ce qu'il y a des matières recyclées? Parce que ça va jouer en fait sur les possibilités ou non
de recyclage d'un produit. Donc ça, c'est nécessaire en fait pour un réparateur, pour un recycleur de savoir de quoi est fait le produit pour qu'il puisse être réparé, réutilisé. Par exemple, sur des produits textiles, hein, c'est même pas 1% des t-shirts, enfin des produits textiles qui sont recyclés aujourd'hui parce que il y a une difficulté de savoir de quoi est composé ces produits textiles. Alors c'est aussi ce qui est très intéressant, c'est que ça va concerner énormément d'industries parce que en fait aujourd'hui, ce qui est exclu dans ce texte réglementaire, c'est les produits alimentaires et les produits de santé, médicaments, mais tout le reste est potentiellement concerné. Tous les produits type pneumatique, les détergents, les produits textiles, les produits d'ameublement, les produits de construction sont ciblés par la Commission européenne. C'est une nouvelle normative quand même, hein. Voilà, et regarde, des nouvelles opportunités aussi. Alors c'est aussi une nouvelle opportunité. Alors par exemple, ça va être clairement une contrainte. Alors aujourd'hui la date d'entrée en vigueur, elle a été uniquement précisée par la Commission européenne pour les batteries à 28 février 2027. Et donc, pour les autres catégories de produits, ça va rentrer progressivement en vigueur à partir de 2027. Et 2027, c'est demain, hein, c'est même pas 3 ans. Tout à fait. Donc, les industriels s'y préparent et un certain nombre s'y préparent déjà. En tout cas, voilà. Ce qui est intéressant, voilà, pour conclure, c'est que finalement, ces métiers, enfin, si tu vas juste au slide d'avant, ces technologies, elles font bouger les choses. Il y a tout un tas de sujets aussi réglementaires là qui arrivent, qui vont aussi faire bouger les choses, et ce qui fait que c'est des métiers, des nouveaux métiers à venir, dont les entreprises auront besoin dans les années qui viennent, avec ces profils un peu bicéphales, supply et IT, qui sont déjà très demandés et qui seront encore plus dans le futur. Voilà, je vous remercie. On laisse un petit peu tes coordonnées, voilà, on laisse un petit peu tes coordonnées. C'est moi et l'école. Non, voilà, c'est moi et l'école qui te remercie beaucoup. Et je vois une audience extrêmement riche, active, qui nous a accompagnés tout au long. On finit pile poil. Oui, voilà, parfait. Voilà, Nicolas, vraiment bon boulot, extraordinaire. D'abord, voilà, un gros merci à tout le monde, mais une belle réflexion de la fin. Cette nouvelle normative, ça nous donne quoi? Ça nous donne des opportunités. Alors, n'hésite pas à nous suivre. Le SCM Talk ou le Talk SCM, on le fait normalement une fois chaque 12 semaines, mais le prochain, ce sera effectivement sur le project management dans le domaine de la supply chain. Et vous voyez encore, on revient au corps de Reactor, ça veut dire les informations. Et là, Nicolas, tu nous ouvres l'année avec un bel webinaire. Alors, je te remercie à toi. Vous avez les coordonnées. Voilà, vous avez les coordonnées de Nicolas, vous avez mes coordonnées aussi. Suivez-nous sur le site de Devancy en LinkedIn. Vous pouvez nous connecter à tout moment, hein, on est tous des collègues. Si vous êtes dans le domaine de la supply chain, soyez bienvenus, voilà, dans notre école à tout moment. Et voilà, et je vous remercie pour votre assistance. Je parle à l'audience, mais à toi, Nicolas, pour ton énergie et aussi ton savoir-faire. Alors, merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Au revoir.